À quoi ressemble la résistance ukrainienne 2 ans après le début de l'invasion russe? Quel est l'état d'esprit des Ukrainiens face à l'offensive russe qui continue à ronger village par village à l'est? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Yves Boudrillon, journaliste au service international aux Échos. Yves vient de se rendre en Ukraine dans le cadre de voyages organisés par Eastern Circles. Il a visité Kiev et Tchernigiv, ce dernier le jour de la frappe russe qui a fait 18 morts et plusieurs dizaines de blessés. Bonjour Yves, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au podcast L'Ukraine face à la guerre. On vous connaît comme journaliste au service international, vous vous occupez de l'Europe de l'Est mais tout aussi bien de Proche et Moyen-Orient pour les Échos. Vous venez de visiter l'Ukraine avec un voyage, on va dire, de presse, de visite. Vous avez vu quelques villes en Ukraine, notamment Lviv, mais tout aussi bien Kiev et Tchernigiv, une ville au nord de Kiev qui a beaucoup souffert pendant cette offensive russe au printemps 2022 et qui est libérée aujourd'hui, qui n'était jamais occupée, mais qui a beaucoup souffert de bombardements. Vous étiez un peu témoin d'une frappe aussi, à Tchernigiv. Alors, et ma première question à vous serait peut-être simple, de vous faire parler de vos impressions de l'Ukraine, parce que vous, si je ne me trompe pas, c'était bien la première fois que vous avez visité l'Ukraine après cette grande invasion russe. Quelles étaient vos impressions? Eh bien, je suis impressionné par la détermination des Ukrainiens, malgré la fatigue, la colère, la peur aussi, puisque, je vous apprends rien, il y a des alertes plusieurs fois par jour sur les smartphones qui recommandent d'aller aux abris et évidemment après, un très grand nombre de ces alertes, les gens ne les suivent plus vraiment parce que ça ne serait pas possible de vivre ou même de dormir quand vous avez une alerte à 2 heures puis à 4 heures du matin. Donc, le flegme presque british et le stoïcisme des Ukrainiens est assez impressionnant, à côté d'une inquiétude plus forte que ce que j'avais au téléphone il y a quelques mois sur l'offensive en raison, de l'effritement de la ligne de défense dans l'Est, et donc une inquiétude aussi. C'est-à-dire qu'ils sont très déterminés à tenir, à aucun prix prêts à accepter de vivre sous la botte de Poutine, comme ils disent, mais la peur et la colère devant effectivement les échecs, l'échec de la contre-offensive de l'été dernier et aussi les avancées russes en raison de la suprématie d'artillerie impressionnante. On cite souvent, j'ai rencontré des militaires qui me disent il y a un ratio de 6 à 10 obus tirés par la Russie contre un seul pour l'Ukraine. Alors en tenant compte, en pondérant par la précision plus grande des Ukrainiens grâce à des outils fournis par l'Ouest, on peut dire que le ratio est de peut-être 3 à 1 seulement, mais ça, évidemment, c'est quand même un ratio préjudiciable à l'armée ukrainienne. Et donc, ils sont lucides, ils savent que c'est très difficile en ce moment. Il y a 2 mois où il va falloir perdre du terrain le moins possible, économiser les hommes parce que toutes mes interviews ont montré des gens conscients qu'il y a eu beaucoup de morts et que la Russie est 4 fois plus peuplée. Mais ça n'entame en rien leur détermination. C'est ça le point essentiel que j'ai retenu. J'ai vu à Tchernigiv, comme vous disiez, je suis arrivé sur place avec 3 consoeurs quelques heures après un bombardement qui avait fait une vingtaine de tués. Et il y avait un médecin qui disait on est prêt à se battre jusqu'au dernier, jusqu'à ce que le dernier soldat russe ait quitté mon pays.
Oui, donc vous avez, constaté l'état d'esprit de la société qui reste fort, malgré bien sûr toutes les épreuves parce que c'est on comprend on se trouve dans un contexte où en fait l'aide, américaine vient d'être accordée, mais l'attente était longue, sans doute trop longue, 6 ou 7 mois d'attente de ce vote historique au Congrès américain. Bien sûr, ça produit une certaine effritement un certain effritement comme vous avez dit, des lignes de défense, ukrainiennes. Mais, est-ce que vous suivez, ce dossier ukrainien depuis pas mal d'années? Oui, depuis Donc 2005, j'ai couvert la révolution de Maïdan en 2005. Je suis retourné pour l'autre révolution en 2014 et le début de la guerre dans le Donbass. Voilà, dans cette couverture, vous constatez sans doute, aussi certains changements puisque, l'intérêt que l'Ukraine, occupe, l'importance que l'Ukraine représente aujourd'hui pour l'Europe, avait changé. Est-ce que vous avez des réflexions là-dessus? Est-ce que, voilà, donc la couverture de l'Ukraine et la prise de conscience de l'importance, de la situation dans le pays avait changé durant cette dernière décennie, voire 2 décennies? Vous voulez dire la manière dont en Europe on voit l'Ukraine, c'est cela, hein, la couverture C'est vue ça. par les Occidentaux? Eh bien, à vrai dire, oui, il y a eu un changement, c'est-à-dire que c'était un pays qui était considéré comme assez loin, sans grand impact pour nous et faisant partie de ce qu'on appelle le monde russe. Cette formule que vous connaissez, Rouskimir, pour évoquer quasiment une espèce d'empire russe où finalement les pays autour de la Russie n'ont pas droit à une souveraineté considérable. Et il y a eu un changement depuis surtout le début de la guerre. Je le vois à la fois dans l'intérêt que portent les médias, mes collègues, mes confrères, les télévisions, notamment. J'interviens souvent sur LCI qui continue à couvrir le conflit ukrainien tous les jours. C'est tout à fait remarquable et ça révèle, le public est attentif à tout cela, ça révèle un très grand intérêt parce qu'ils se rendent compte que c'est plus compliqué que ça, que l'Ukraine n'est pas la Russie et que à travers l'Ukraine, mais aussi on le voit en Géorgie ou en Moldavie, il y a un projet du Kremlin de vassaliser ses voisins et on ne sait pas jusqu'où il s'arrêterait. Peut-être qu'il continuerait vers la Pologne ou les États baltes s'il l'emportait. Donc il y a un changement effectivement assez clair d'intérêt pour l'Ukraine, même si les deux révolutions avaient suscité un grand intérêt, je m'en souviens, mais encore plus aujourd'hui, cette guerre, euh, beaucoup de gens ordinaires et puis les dirigeants occidentaux ont conscience qu'il se passe quelque chose d'important et notamment les dirigeants occidentaux ont changé clairement depuis une réunion à Munich il y a 2 mois où là, un certain alarmisme s'est fait jour sur le fait que jusqu'à présent, ils considéraient que grosso modo l'Ukraine ne perdrait pas. Et est-ce qu'il fallait vraiment qu'elle gagne? Alors ça, c'est un débat et qui n'est toujours pas réglé entre les dirigeants, au sein même de la Maison Blanche, en Allemagne ou même en France peut-être. Et puis brusquement, ils se sont rendus compte que l'Ukraine pouvait perdre quand même si on ne l'aidait pas davantage. Et donc il y a un alarmisme depuis 2 mois et une plus grande détermination. Et j'en veux pour preuve notamment que les sondages, malgré 2 ans de guerre et donc de fatigue, d'usure, y compris à l'Ouest, où on dit que tout cela coûte cher aussi. On a présenté la bouffée d'inflation dans le prix du gaz, dans le prix de l'énergie, comme attribué à la guerre en Ukraine, d'ailleurs probablement à tort, mais toujours est-il que on voit que les sondages montrent toujours une grande majorité, à peu près 2 tiers des gens continue de soutenir l'Ukraine et c'est quand même assez spectaculaire. Oui, vous avez écrit pour votre journal un article qui s'intitule «Kiev affirme se battre pour toute l'Europe», donc en reprenant les arguments, qu'on entend souvent de ce côté-là. Mais est-ce que, selon vous, cette thèse voilà, elle passe bien, en France? Est-ce qu'elle est convaincante? Est-ce que l'opinion publique en France, elle est d'accord avec l'idée que, ce combat en Ukraine, il représente un challenge pour la France aussi, pour l'Europe en tout cas? Alors, il faudrait des sondages plus pointus, parce que le soutien à l'Ukraine, c'est une chose, considérer que l'Ukraine se bat pour toute l'Europe, c'en est une autre, même si les 2 semblent un peu liés. Donc, je suppose qu'il y a une majorité, peut-être pas spectaculaire, mais une majorité de gens pensent qu'elle se bat pour l'Europe, parce qu'effectivement, les gens, qui m'ont parlé à Kiev utilise des arguments assez convaincants, à la fois sur le risque qui est perçu assez largement à l'Ouest
que Poutine a un projet néo-impérial et notamment il est déterminé à discréditer l'OTAN et il semble quand même il faut être très candide, très naïf, mais il y a des relais d'opinion, de la Russie, à la fois parmi certains, ce qu'on pourrait appeler les idiots utiles, ou du moins il y a des gens dans les entreprises, des think tanks, des médias, enfin il y a des gens qui sont assez indulgents avec la Russie pour des raisons historiques ou par anti-américanisme. Donc on peut croire que globalement les Européens et les Français ont conscience du danger pour l'OTAN. C'est-à-dire que Poutine a un projet qui d'ailleurs est assez clairement formulé de discréditer l'Alliance Atlantique. Il perçoit comme un ennemi. Il est en guerre. Pour lui, l'Occident a déclaré la guerre à la Russie au prix d'une vision un peu fantasmée de l'histoire, parce que ce n'est pas vrai. Mais voilà, il a pour besoin de discréditer l'OTAN et s'il gagnait en Ukraine, il est probable qu'il ferait des incursions dans un pays balte ou voire en Pologne, ce qui aurait des conséquences dramatiques puisque ça nous obligerait cette fois à entrer en guerre contre la Russie directement au nom de la solidarité atlantique. Donc ce point-là est très bien perçu, je pense, par une grande partie des Occidentaux, même s'il y a, je me répète, des relais d'influence russes plus ou moins naïfs. Certains ne sont pas du tout naïfs d'ailleurs. On sait très bien que toutes les grandes puissances payent des agents, donc qui relaient que l'Ukraine, en fait, que les Ukrainiens sont juste des Russes avec un accent. Ils reprennent des éléments de langage et de propagande. Voilà les arguments qui me semblent assez clairs. En revanche, quand l'Ukraine dit qu'elle se bat pour l'Europe, voire pour le monde entier, il y a un argument que peu d'Occidentaux voient et qui pourtant me semble important, c'est que, et certains de mes contacts en Ukraine me l'ont analysé, c'est que la Russie est une puissance nucléaire qui se sert pour la première fois de son arsenal comme moyen d'intimidation pour vassaliser un voisin. C'est-à-dire que si on n'aide pas plus l'Ukraine, c'est tout simplement parce qu'on a peur de l'escalade nucléaire. Et donc, Poutine, qui d'ailleurs agite souvent cette menace vis-à-vis des Occidentaux, s'en sert pour vassaliser un voisin. Et c'est un élément, un précédent extrêmement grave, parce que tous les pays du monde qui sont voisins de puissances nucléaires un peu agressives, que ce soit la Russie ou la Chine, vont en tirer la leçon au vu de ce qui se passe en Ukraine, qu'ils doivent eux aussi se doter d'armes nucléaires. Et donc, on peut supposer que si Poutine gagne en Ukraine, et demain matin ou dans quelques années, la Turquie, l'Égypte, les Philippines ou le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, bien entendu, tout ça à cause de la Chine ou de la Russie, se doteraient d'armes nucléaires. Ça, c'est un élément que l'on entend peu dans le débat en Occident et pourtant il me semble important. Oui, c'est un argument extrêmement important puisque, pour revenir ici à des thèses de Raymond Aron, voilà donc, voilà sa vision de l'arme nucléaire et donc justement, voilà, une arme qui était perçue comme une arme de la paix au XXe siècle donc, pour la première fois, on entend justement un dirigeant d'un pays nucléaire, voilà, braver, voilà, cette arme, faire plusieurs, chantages donc plusieurs ont été faits, sans oublier le fait qu'une centrale nucléaire, n'est-ce pas, de Zaporijjia, elle est détenus en otage et ceci depuis les premiers jours, les premières semaines de la grande invasion. Et c'est-à-dire qu'on a eu déjà plusieurs vagues de chantage que si les Ukrainiens avançaient, on pourrait faire des scénarios tout à fait néfastes. Et ça, c'est une réalité. Et donc, après vous avoir sauté, donc voir sauter le barrage de Kakhovka, qui a produit en fait ce désastre naturel, donc on se dit que peut-être qu'ils sont capables aussi de cela. Et donc ça repose la question de la prolifération des armes nucléaires dans le monde. Donc tous les pays qui n'ont pas, justement, qui n'appartiennent pas à des parapluies de sécurité comme l'Ukraine, qui était d'ailleurs le troisième arsenal, si je ne me trompe pas, de l'arme nucléaire dans les années encore 80. Voilà, avant d'être, voilà, de rendre les armes nucléaires. Donc ça, on peut se poser les questions. Et donc voilà, ce sont des principes qui sont violés par la Russie. Mais c'est vrai qu'on se dit que oui, c'est à cause de cet armement-là qu'il y a cette prudence
n'est-ce pas? Cette prudence avec, occidentale vis-à-vis, des Clairement. Alors, Françaises. excusez-moi, je fais une parenthèse sur la centrale de Zaporijia. En revanche, je ne suis pas trop catastrophiste sur cette centrale parce que je ne vous apprends rien. Elle n'est pas de type Tchernobyl. C'est-à-dire que même s'il y avait un missile russe qui allait dessus, ça ne provoquerait pas une explosion équivalente à Tchernobyl avec diffusion de nombreux éléments radioactifs dans le ciel sur toute l'Europe et une catastrophe sanitaire. Ça serait grave évidemment, mais ça ne diffuserait pas des éléments radioactifs très nombreux parce que c'est une centrale de conception technologique différente, moins dangereuse. Voilà pour Zaporizhzhia, mais évidemment, il ne faut pas que la Russie mette à exécution ce chantage. Par Oui, ailleurs, oui, 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 donc le scénario qui est beaucoup plus probable pour cette centrale, c'est qu'elle pourrait être elle était déjà privée d'électricité à cause de combats et donc là, c'est le scénario de, japonais en quelque sorte de voilà, les éléments vont contaminer le sol, ça sera local, mais bon, bien ça sûr que resterait local. bah, Ça serait ça grave, évidemment, mais ça ne se oui. diffuserait pas très largement. Voilà, ça serait éventuellement le cœur pourrait cesser d'être refroidi et fondre, mais ça ne serait pas une catastrophe à des centaines de kilomètres à la ronde. Pour ce qui est de l'élément nucléaire que vous soulevez, au passage, on peut rappeler qu'effectivement, à la chute de l'URSS, l'Ukraine s'est retrouvée à la tête du troisième arsenal nucléaire au monde et a accepté de l'abandonner. Il faut dire, on l'a pas vraiment laissé le choix, mais bon, ça coûtait aussi beaucoup d'argent à entretenir et elle n'avait pas les codes pour maîtriser cet arsenal. Donc, il a été convenu qu'elle le donnerait à la Russie en échange de garanties qui à l'époque paraissaient solides parce qu'on n'imaginait pas qu'un jour le Kremlin attaquerait l'Ukraine, avec la garantie du Royaume-Uni et des États-Unis et de la Russie sur ses frontières. Donc bon, au passage, la garantie militaire de Londres et de Washington, ben, on voit depuis 2 ans qu'elle n'a pas pu être activée en raison de la peur d'une escalade avec la Russie. Et puis surtout, ce qu'on doit en retenir comme leçon, c'est qu'un traité signé avec Poutine ne vaut pas plus cher que le papier sur lequel il est inscrit. Tout comme d'ailleurs un traité d'amitié entre la Russie et l'Ukraine signé sous Yeltsin. C'est-à-dire que les gens qui prônent un deal avec Poutine oublient qu'un accord avec Poutine ne vaut rien. Il ne respecte pas, tout simplement. Donc, malheureusement, c'est une lutte existentielle qui ne peut se résoudre. On ne peut pas avoir confiance en le Kremlin. Il ne peut se résoudre que par la défaite et la chute de Poutine, vraisemblable si jamais il perd cette guerre. Et alors, au passage, je me permets de rajouter un autre élément. Il faut reconnaître qu'aux États-Unis, ils sont ambigus sur le soutien apporté à l'Ukraine. Vous avez souligné le délai mis à fournir des armes, mais il y a aussi au sein de la Maison-Blanche plusieurs écoles dont certaines sont assez déterminées contre le Kremlin, mais dont d'autres disent qu'il faudrait éviter une défaite à la Russie parce que sinon ce vaste pays partirait en guerre civile et se exploserait en plusieurs entités. C'est une analyse de l'histoire toute qui me semble totalement erronée. Je connais très bien la Russie pour y avoir été 20 fois depuis 25 ans et ce n'est pas c'est un pays très résilient qui a surmonté de nombreuses défaites. Il a quand même perdu un paquet de guerres et qui est toujours là. Il y a toujours un ciment national et donc une défaite de la Russie serait certainement un danger mortel pour le Kremlin, pour Poutine lui-même, mais pas pour le pays. Oui, oui, tout à fait. Pour, rappelons hein, pour nos éditeurs que vous avez parlé de ce mémorandum de Budapest, voilà, ce mémorandum de Budapest conclu le 5 décembre, 94, donc l'Ukraine, Russie, Grande-Bretagne et les États-Unis, donc c'est l'Ukraine avait rendu ses armes nucléaires contre les garanties de sécurité qui n'ont pas été garanties du tout malheureusement, donc c'est une leçon, c'est une leçon, une conclusion, hein, pour l'Ukraine aussi, mais pour tout aussi bien pour un nombre d'autres pays, dans le monde, qui n'ont pas d'armes nucléaires, mais qui tirent des leçons aussi de ce qu'ils voient. La France a quand même le statut très spécial à l'intérieur de l'Union européenne parce que, à part la Grande-Bretagne qui ne fait plus partie de l'Union européenne, c'est le seul pays en Europe qui a son arme nucléaire. Est-ce que, selon vous, est-ce que vous avez remarqué dans vos observations, est-ce que ça change quelque chose pour la France? Ça lui donne plus d'autorité de parler avec Poutine et puis de le dissuader lors de ce chantage nucléaire? Je suis partagé sur cette question parce qu'effectivement, le président Macron a mis en avant plusieurs éléments. Récemment, il a évoqué la possibilité que le parapluie nucléaire français
s'étende, enfin il n'a pas utilisé tout à fait cette expression, mais c'était à peu près cela qui était évoqué à d'autres pays d'Europe. Et puis, il a aussi évoqué, comme vous le savez, il ne fallait pas exclure la présence de soldats français sur le sol, éventuellement en Ukraine. Tout cela, je suis assez sceptique parce qu'il faut bien voir que est-ce que c'est crédible? C'est-à-dire que oui, comme vous dites, la possession d'armes nucléaires donne un statut particulier à la France, mais j'ai du mal à imaginer une situation concrète où si les intérêts vitaux d'un de nos alliés européens était menacé, on serait prêt à tirer des armes nucléaires sur Moscou, en sachant qu'en réplique, on a 300 missiles nucléaires, la Russie en a 6 000, notre pays disparaîtrait. C'est au demeurant, tout ce qui tourne autour de la dissuasion nucléaire se heurte, mais depuis 50 ans, à un problème insoluble ça vaut aussi pour les États-Unis d'ailleurs. Est-ce que réellement en cas de crise on déclencherait? Et donc, il est, ce scénario-là est crédible que les États-Unis, eux, comme ils ont 6 000 missiles nucléaires, pourraient défendre, leur parapluie est crédible. Le parapluie de la France, qui a 20 fois moins de missiles, je me pose la question. Donc, je vois pas très bien comment tout cela s'intègre dans la grammaire de cette crise. Et d'ailleurs, je crois, mes contacts en Russie m'ont dit que sans évoquer le nucléaire évidemment, quand le président Macron en février avait évoqué qu'il ne fallait pas exclure l'envoi de troupes françaises, il s'agissait de perturber, ils appelaient ça l'ambiguïté stratégique, il s'agissait de perturber le calcul du Kremlin. Bon, j'ai cru comprendre que le Kremlin a été un peu en colère, mais n'a pas vraiment été effarouché par cette position-là. D'ailleurs, on n'en parle plus. Oui, oui, tout à fait. C'était une série de déclarations d'Emmanuel Macron pour le deuxième anniversaire, de cette grande invasion où justement le fait de ne pas exclure, ça met un peu dans l'embarras là aussi parce que c'est pas est-ce que les troupes peuvent être envoyées. Donc nous, ici, vu de l'Ukraine, bien sûr, on n'attendait pas de voir l'infanterie française aux alentours de Bakhmout, mais c'est vrai que ça crée toute une autre donne, en fait, toute une autre situation où en fait on n'exclut pas que voilà les forces peuvent être utilisées. Donc ça crée toute une autre histoire pour la Russie. C'est le calcul qu'a fait c'est ainsi que l'a présenté l'Élysée, et plusieurs pays européens d'ailleurs ont embrayé après un moment d'hésitation pour dire oui, après tout, il ne faut pas exclure parce que ça met, comme vous dites, le Kremlin dans l'embarras. Le Royaume-Uni l'a fait d'ailleurs d'une manière très habile, avec un understatement très british en disant nous n'avons pas de plan pour l'instant en ce sens. Autre manière de ne pas l'exclure. Cela dit, j'ai pas l'impression quand même que ça a beaucoup tant perturbé que ça le Kremlin, pour une raison simple, c'est que c'est pas très crédible non plus. C'est-à-dire que si la France fournissait des centaines de canons par semaine à l'Ukraine, oui, peut-être que dans ce cas-là, cette non-exclusion de déploiement de troupes serait crédible. Bon, la France a fourni 38 canons César et 25 blindés légers. Donc, c'est quand même pas énorme. C'est pas mal, mais c'est pas énorme. Vous me corrigez si je me trompe, mais la France est considérée comme un exporteur, des armements, un des plus importants au monde. En effet, le C'est-à-dire que c'est troisième ou le pas quatrième. donc ce n'est pas par le déficit des armements que ça se fait. Est-ce que comment est d'ailleurs votre évaluation sur cette aide militaire en termes de canon César, en termes de, d'autres matériels importants? Est-ce que, à votre avis, la France fait assez? Bah, elle fait pas assez comme tout le monde. C'est-à-dire elle fait le maximum, elle fait beaucoup parce que tout simplement, tous les pays, européens ont cru vouloir toucher les dividendes de la paix, comme on dit. C'est-à-dire, ils se sont embarqués, d'une manière assez stupide, semble-t-il, pendant des décennies dans l'illusion, dans une espèce d'irénisme pacifiste qu'il n'y aurait plus de guerre et que la Russie finalement allait devenir un allié, que on peut même faire cette même erreur de calcul vis-à-vis de la Chine, etc. Donc les armées françaises sont à poil sur certains aspects. Des militaires me disent on a des armements d'échantillons, on a un catalogue avec beaucoup de trous dans la raquette et notamment, et on le voit en Ukraine, les Européens ne peuvent pas fournir le nombre d'obus qu'il faut. C'est-à-dire qu'on est passé d'un modèle de guerre de très haute technologie où on imaginait des opérations pointues avec des forces spéciales en Afrique,
et on a oublié un peu la guerre classique à base de nombreux obus dans la boue quelque part en Europe de l'Est. Donc on ne peut pas fournir ce dont l'Ukraine a besoin. Il y a des goulots d'étranglement dans les industries d'armement européens, moins aux États-Unis qui prennent beaucoup plus au sérieux les questions militaires. Le budget du Pentagone, je vous rappelle, c'est quand même 860 milliards de dollars par an, mais même eux ne peuvent pas fournir les quantités si phénoménales que ça face au point fort très traditionnel de l'artillerie russe. Depuis des siècles, c'est le point clé. Donc, on a cette difficulté à laquelle j'ajouterai une deuxième qui se pose d'ailleurs pour tout le monde, États-Unis, et Russie, c'est l'irruption du drone qui révolutionne les affaires militaires, c'est-à-dire que les chars et les fantassins sont terriblement vulnérables face aux drones. Tout se sait désormais, le champ de bataille est complètement transparent et vous ne pouvez plus bouger un char sans qu'il soit repéré. Une patrouille, on m'a expliqué, des militaires ukrainiens m'ont dit, on peut faire des patrouilles de 3 soldats, mais pas de 4, parce qu'à 4, en face, on considère que ça vaut le coup d'envoyer un obus. Donc, ça révolutionne tout, et notamment les chars. J'ai appris récemment que les fameux chars Abrams américains, les meilleurs du monde, ont été retirés du service ou sont en arrière parce qu'ils sont trop fragiles face aux drones tueurs russes. Et ça explique aussi, inversement, pourquoi l'offensive russe est si pénible, parce que bah, les drones ukrainiens font des dégâts. Donc tout cela fait que les fournitures d'armes, les Européens, ne sont pas équipés pour fournir ce qu'il faut actuellement. Et ils vont changer, ils sont en train d'y travailler, mais ça va prendre un peu de temps, 1 an ou 2. Oui, c'est comme toute guerre, elle transforme, toutes les technologies. C'est vrai que même en 2022, on avait toute une autre guerre, par rapport à 2024. Donc là, c'est une véritable révolution technologique qui est en train de se faire, sous nos yeux. Donc nous sommes aussi en contact avec des soldats qui nous disent que la situation change. Donc on utilise les drones, ça c'est absurde, mais on utilise les drones à la place des obus. C'est-à-dire que, voilà, en des situations de déficit des obus, on peut utiliser les drones pour détruire, que ce soit les chars, les blindés et autres éléments de l'armée ennemie. Vous avez rencontré, lors de votre voyage, une des fondations importantes qui s'appelle Reviens Vivant, la fondation caritative. Et donc, c'est une réalité qui peut-être qui n'est pas très connue par le public français. Quelle était votre impression, en fait, déjà de ce modèle de coopération entre la société ukrainienne et l'armée, c'est-à-dire dans ce modèle bénévole où une société absolument civile pourrait offrir jusqu'à les mitrailleuses à Oui. l'armée ukrainienne. J'étais très surpris, comme ça s'est senti dans mon article titré La fondation caritative qui offre des mitrailleuses, parce que c'est la première fois que je voyais quelque chose émanant de la société civile, comme me l'ont expliqué ses dirigeants. Normalement, la guerre, c'est le monopole de l'État. L'État, il est fondé pour faire la justice et la guerre, et c'est comme ça. Or, devant effectivement les problèmes, la corruption comme ou la bureaucratie, comme à vrai dire dans tous les pays du monde, dans les appareils militaires, c'est pas toujours très efficace. Donc, bah, il y avait urgence en 2014 que la société civile se mobilise pour compléter les efforts de l'État, et avec un budget de 100 millions de dollars l'an dernier, cette association effectivement a l'air très efficace. J'ai recoupé l'information comme quoi elle est considérée comme transparente et peu corrompue, et donc elle fournit à partir de dons des équipements légers, mais grâce au fait qu'il y a des anciens militaires dedans qui savent parfaitement les besoins, ils n'ont pas besoin de faire des appels d'offres avec 12 commissions. Ils savent qu'il faut tant de gilets pare-balles, il faut tant d'appareils de visée nocturne, et ça arrive sur le front où ils équipent de nombreuses unités. Donc effectivement, c'est une initiative, c'est la première fois que j'entends parler de cela, et c'est assez spectaculaire. Oui, donc il y a celle, mais il y a aussi d'autres, qui sont à peu près de la même taille, comme Fondation de Pritoula et comme, association qui fait des drones aussi. Donc il y en a plusieurs de ce type en Ukraine, et donc ça crée tout un autre modèle de rapport entre arrière, bon, l'avant et l'arrière, entre le front et ce qui est derrière, et qui est un peu exceptionnel et qui est peut-être, qui rentre peut-être dans cette définition d'une guerre
totale, peut-être, n'est-ce pas? Parce que c'est toute une société qui est au service de l'armée. Et bien sûr, c'est une armée qui est 4 fois plus petite que l'armée qui attaque, donc c'est ça a un peu une nécessité parce qu'autrement on pourra jamais importer, même avec toute l'aide qui arrive. Donc des données démographiques sont très claires. La Russie a 4 fois plus d'hommes pour mobiliser et donc je parle pas de ressources et de l'économie, donc c'est un David contre Goliath, n'est-ce pas? Donc cette métaphore de ce combat qui risque de durer. Revenons à la question qui est brûlante ici en Ukraine et donc et où la France joue un rôle important, la question de l'OTAN. Donc on se rappelle très bien, en 2008, lors du sommet de l'OTAN, que donc la question de l'appartenance, de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est une question qui date d'il y a peut-être 2 décennies. Actuellement, la volonté de l'Ukraine de joindre, d'adhérer à l'OTAN est inscrite dans la constitution ukrainienne. Donc c'est-à-dire, c'est vraiment en fait fondamental pour l'Ukraine parce que pour des raisons de sécurité, pour des raisons de tout. Et on savait que la position de la France en 2008 était défavorable. C'est-à-dire que la France était parmi ces pays qui ont empêché en fait justement ce fait de tracer le chemin, même si le chemin sera lent. Aujourd'hui, d'après ce qu'on a comme information, la France a plutôt cet avis favorable, tandis que les États-Unis, qui étaient favorables à l'adhésion de l'Ukraine en 2008, voilà, hésitent. Est-ce que selon vous, voilà, il y a ce progrès-là et comment est-ce qu'on considère, voilà, en France, voilà, ces risques et les bénéfices d'avoir l'Ukraine dans l'OTAN? Alors effectivement, le président français a nettement changé son fusil d'épaule, on va dire, depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'il faisait partie, avec le chancelier Scholz, de ceux qui voulaient ménager le Kremlin, et on se souvient de la formule: «Il faut éviter d'humilier la Russie», qui était un contresens, puisque personne ne voulait humilier la Russie. Il s'agissait juste d'obtenir que ses soldats fassent demi-tour et quittent l'Ukraine. Depuis, il est devenu beaucoup plus pugnace et il est même en pointe dans ses déclarations, notamment la fameuse sur ne pas exclure les troupes au sol, etc. Donc on dirait qu'il a une impression, peut-être que ça fait partie aussi soit de sa psychologie, parce qu'il aime être disruptif, soit qu'il s'est senti roulé dans la farine ou trahi par Poutine, à qui il a téléphoné souvent sans résultat. Donc maintenant, effectivement, la France est plutôt en pointe dans le processus d'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, enfin à l'Ouest. En revanche, ce n'est pas évident que ça puisse se faire rapidement parce que, comme vous dites, les États-Unis, eux, sont moins allants qu'en 2008 sous un autre président, parce qu'il faut reconnaître que normalement, on n'intègre pas dans l'OTAN un pays en guerre. L'OTAN est une alliance pragmatique qui n'a pas envie de faire entrer un problème. Donc, l'adhésion de l'Ukraine, c'est tout à fait légitime d'envoyer des signaux politiques rassurants aux Ukrainiens, mais pour autant, aller jusqu'à une adhésion tant que la guerre, enfin, il faudra que la guerre soit finie, surtout qu'il y ait un règlement politique. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de perspective de reprise des hostilités entre Kiev et Moscou, ce qui passera par un changement fondamental du régime en Russie. Donc, il faut reconnaître que, prudemment, ce n'est pas une perspective très crédible dans les années qui viennent, ou du moins tant qu'il n'y a pas un changement fondamental politique en Russie, qui est un enjeu qui dépasse largement l'Ukraine. Oui, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, avait visité l'Ukraine il y a quelques jours et donc Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, a communiqué après cette visite. Elle a communiqué, je crois, avec des militaires, je crois des jeunes étudiants, qu'il a dit que l'Ukraine sera membre de l'OTAN, mais après la victoire. C'est-à-dire que d'abord la France est de guerre et ensuite l'adhésion à l'OTAN. Ce qui est pas mal comme perspective, mais qui pose quand même la question, est-ce que nous, on pourra tenir jusqu'à non seulement la fin de la guerre, mais aussi la victoire, étant donné que c'est une guerre extrêmement difficile. Donc, Excusez-moi la der de vous couper là-dessus. D'une part, est-ce que vous pourrez tenir? Bah, évidemment, c'est la question légitime qui concerne tout le monde, mais il faut reconnaître que l'Ukraine dispose de l'appui d'alliés qui, tous ensemble, représentent les 2 tiers du PIB mondial. Donc, par exemple, l'aide militaire américaine où elle a hésité pour 62 milliards de dollars, ça représente 8% du budget du Pentagone. Donc, a priori, ce n'est pas un problème
d'argent, mais plutôt de volonté politique. Et à vrai dire, l'Ukraine bénéficie d'une aide actuelle qui n'est pas suffisante pour reconquérir les territoires perdus, parce que ça sera très compliqué à cause des drones et des tranchées et des mines, mais il faut reconnaître qu'elle bénéficie d'une aide. Moi, il y a 2 ans, on m'aurait dit ça, je m'y serais pas attendu, j'aurais craint que les Occidentaux donnent beaucoup moins, qu'ils ne donnent pas d'armes lourdes. Ils ont hésité d'ailleurs, vous vous en souvenez. Donc actuellement, l'Ukraine bénéficie d'une aide qui finalement n'est pas très éloignée, peut-être, de ce qu'elle pourrait recevoir si elle était membre déjà de l'OTAN. Parce que je vous rappelle que l'OTAN, dans son article 5, stipule que quand un pays est attaqué, tous les autres doivent l'aider, mais il ne précise pas comment. Et si ça se trouve, ça peut être une aide, purement un communiqué exprimant sa préoccupation. Et il n'est pas inscrit noir sur blanc que les armées des pays alliés doivent s'engager. Donc, à vrai dire, l'Ukraine, elle a déjà une aide importante. Et d'ailleurs, j'ai été surpris de voir, il y avait très peu d'amertume parmi les Ukrainiens que j'ai rencontrés, en me disant, oui, les Occidentaux ne nous donnent pas assez parce qu'ils n'ont pas compris à quel point la situation est tendue, mais c'est quand même, merci quand même de ce qu'ils donnent. Donc voilà. Mmh. Donc oui, donc merci ce que les partenaires donnent, parce que ça permet bien sûr de tenir les positions depuis 2 ans, plus de 2 ans déjà. Et donc on se rappelle très bien les premiers jours, hein, de cette invasion où, justement même les Javelin et les Stinger, américains, c'était une solution qui avait sauvé en quelque sorte même la capitale. Donc les armes qui sont pas lourdes, les armes légères, et que quand même ils ont stoppé, donc ils ont renversé le cours de l'histoire en quelque sorte. Donc, voilà, sans sous-estimer en fait cette aide, nous progressons. Vous êtes aussi spécialiste de Proche-Orient et Moyen-Orient. Vous couvrez aussi des conflits, puis de situations qui se trouvent dans ces pays-là. Euh, Nous constatons que depuis, voilà, depuis cette guerre de la Russie contre l'Ukraine, il y avait plusieurs autres conflits, notamment la situation en Israël avec Hamas. Comment est-ce que cette situation-là avait changé en fait la donne euh, pour euh, pour ce conflit-là? Est-ce que ça distrait l'attention? Est-ce que les Européens et les Américains aussi se rendent compte que ça serait difficile que d'aider les uns et les autres? Donc nous avons vu qu'au Congrès américain, ils ont séparé en fait les projets de soutien à l'Israël et à l'Ukraine. Donc, comment est-ce que la multiplication, je veux dire, des conflits dans le monde, et tout d'abord au Moyen-Orient, et influence la décision, la volonté politique de l'Europe et des États-Unis d'aider l'Ukraine? C'était ce qu'on pouvait craindre après les attentats du 7 octobre, que les Américains soient plus intéressés par ce qui se passe à Gaza que en Europe, et ça s'est senti à la fois dans les inquiétudes exprimées par des Ukrainiens et par des analyses un peu en off, comme on dit, à l'Ouest. Pour autant, j'étais pas convaincu qu'il y aurait un choix à faire, parce que tout simplement, les Israéliens ont leur propre industrie de défense qui est très solide et n'ont pas besoin du même type d'armement que ce que l'on envoie aux Ukrainiens. Il y avait donc pas forcément de dilemme, sauf éventuellement sur une catégorie, sur des obus. Et encore, les Israéliens ne tirent pas, n'ont pas besoin de tirer 1 000 obus par jour sur Gaza. Donc il y a eu sans doute des arbitrages qui ont été faits, mais qui n'étaient pas majeurs. Et si on doit parler d'une hésitation occidentale vis-à-vis de l'Ukraine, c'est peut-être plutôt les États-Unis, les grands stratèges qui pensent plutôt au risque d'affrontement avec la Chine, et qui se disent que autour de Taïwan, et qui se disent qu'il faut pas, dans les années qui viennent, il faut être prêt à faire face, et qu'il ne faut pas être dispersé avec d'autres conflits en Europe. Pour autant, d'autres stratèges, et qui me semblent mieux structurés, soulignent que justement, il y a urgence à aider l'Ukraine à gagner cette guerre, ne serait-ce que pour envoyer un message à la Chine qui est, tu vois, quand un envoyant voisin soutenu par les Occidentaux, ça se termine mal. Et que donc d'ailleurs, on voit que les Taïwanais sont visiblement en conscience que l'Ukraine se bat peut-être pour eux, ou du moins qu'il y a un point commun entre eux. Donc finalement, Gaza n'a pas a perturbé effectivement les calculs, mais si aux États-Unis ils ont mis tant de temps que ça pour
fournir des munitions, c'est pour, à mon avis, tout à fait autre chose. C'est que Donald Trump avait décidé de prendre en otage cette aide pour des raisons électoralistes, pour compliquer pour empêcher Joe Biden de se targuer d'un succès. Et finalement, il a changé d'avis très récemment parce que il a dû avoir soit le deep state sécuritaire américain lui a expliqué quand même qu'il y avait des enjeux géopolitiques majeurs, soit il s'est dit que finalement, en donnant son feu vert au dernier moment, bah, lui aussi pouvait tirer les marrons du feu et que ça serait un peu match nul entre Biden et lui. Donc les tergiversations, à mon avis, ont beaucoup à voir avec la présidentielle du 5 novembre aux États-Unis. Oui, oui, c'est une année extrêmement turbulente justement à cause des élections, donc on voit justement tous ces mouvements politiques et vous avez raison de souligner l'importance de Taïwan et de Chine parce que justement, vu d'ici, on se dit que, la Chine, elle observe très attentivement ce qui se passe, côté solidarité européenne et américaine avec l'Ukraine, donc cette aide parce que, voilà, elle fait aussi ses calculs de son côté-là. Qu'est-ce que va se produire si un jour elle décide voilà, d'employer la force contre Taïwan. Est-ce que comment sera la réaction? C'est-à-dire que elle tire aussi des leçons de ce qui se passe en Ukraine. Donc, pour l'instant, elle voit que, malgré tout, malgré tous les retards, bien sûr, on voit quand même là une consolidation tout à fait solide, n'est-ce pas, de l'Europe et puis des États-Unis derrière l'Ukraine, même si les choses n'avancent pas aussi vite qu'on nous, les Ukrainiens, on souhaiterait, parce que pour nous, chaque jour de guerre de plus, c'est un jour de plus, c'est-à-dire que c'est un jour qui importe nos vies, la vie de quelqu'un qu'on connaît, donc c'est des destructions, tout ça. Mais globalement, voilà, la Chine, elle considère, on les regarde très attentivement et donc et aussi derrière tout ça, il y a cette question morale qui est souvent balayée, dans le monde de réel politique. Mais est-ce que voilà donc voilà, la notion de la guerre juste, c'est-à-dire et la notion de la justice parce que, malgré tout, heu, on constate et puis on insiste sur le fait que la guerre, la défense que l'Ukraine fait contre la Russie, c'est une guerre juste parce qu'elle répond à tous les critères de cette guerre juste. C'est une guerre de défense, c'est une guerre légitime, c'est une, défense contre l'agression qui prend, des dimensions génocidaires aussi. Par moment, je parle tout d'abord, voilà, je veux dire, voilà, les déportations d'enfants, qui sont des centaines de milliers déportés. Voilà, donc tout ceci, donc c'est une guerre juste. Et donc, si on permet à un pays dans le monde de faire ce qu'il veut, on revient en quelque sorte dans cet état de jungle où justement celui qui est plus fort, il a raison, n'est-ce pas? Alors effectivement, il y a une dimension morale et d'ailleurs j'ai rencontré des épouses et des mères de soldats prisonniers ou tout simplement de civils kidnappés par l'armée russe et dont on sait qu'ils sont torturés ou qui ne, bon, on est sans nouvelles, donc c'est assez poignant. Pour autant, malheureusement, la géopolitique, ce sont des questions où la morale entre assez peu en ligne de compte. On regarde juste les rapports de force etc. Et là, plutôt que de parler de guerre juste, je dirais c'est une guerre sur la souveraineté, c'est-à-dire que la question essentielle, c'est est-ce qu'un pays peut en envahir un autre pour l'annexer? Et normalement, il y a un consensus international fort pour dire non. Donc, d'ailleurs, il n'y a plus d'annexion depuis des décennies. On pourrait évoquer la Chine avec le Tibet, mais normalement, ça ne se fait pas. Et alors, on entre là dans une problématique compliquée parce que il faut reconnaître que actuellement, beaucoup disent parmi les relais d'influence de Moscou à Paris, que l'Occident est en fait isolé et que le Sud global, si tant est que le concept ait un sens, est avec la Russie. C'est faux. Le Sud global est neutre, c'est-à-dire ne veut pas être emporté par des sanctions dans cette crise et on peut le comprendre. Toutefois, un grand nombre de pays du Sud sont pas du tout contents de cette invasion de l'Ukraine parce qu'ils voient bien au-delà des conséquences que ça peut avoir sur le prix des matières premières qui eux-mêmes importent, mais surtout, ce qui compte, c'est l'intangibilité des frontières. Donc, même s'ils ne l'expriment pas forcément de manière très virulente, parce qu'ils veulent pas passer pour des toutous des Occidentaux, beaucoup de pays du Sud global sont très en colère contre le Kremlin parce que c'est une menace. Si demain la Russie peut vassaliser et annexer une partie de l'Ukraine, alors on ouvre une boîte de Pandore, ce genre de crise va se reproduire ailleurs. Donc oui, il y a, vous évoquez la guerre juste, en tout cas, il y a un enjeu souverain qui pose une question au monde entier et le monde entier est obligé
ne peut pas prendre parti pour la Russie. D'ailleurs, on voit bien que aux assemblées générales de l'ONU, la Russie a été critiquée par un vote de 145 pays sur 193. Seulement 4 pays, l'Érythrée, le Nicaragua, le Bélarus et la Corée du Nord ont voté contre. Et en fait, très peu de pays soutiennent la Russie vraiment, prennent ce risque, à part évidemment l'Iran, qui est son allié clé, et puis la Chine qui le fait d'une manière détournée parce qu'ils savent très bien quand même que leur grand débouché et leur grand fournisseur, c'est les Occidentaux. Donc la Chine fournit en douce des composants à l'armée russe. Et la question qui se pose évidemment, vous évoquiez d'ailleurs la perspective d'une crise à Taïwan, c'est est-ce que la Chine va monter en puissance dans ce soutien à la Russie, puisque apparemment à Pékin, ils ne veulent surtout pas que la Russie perde. Et ça, c'est un problème parce que si jamais le sort des armes tourne dans quelques mois en faveur de l'Ukraine grâce à l'arrivée des munitions américaines, que va faire la Chine? Oui. Et il faut aussi rajouter Corée du Nord, qui est aussi une alliée, n'est-ce pas, de la Russie, parce que nous avons déjà repéré des missiles de la provenance nord-coréenne ici en Ukraine qui ont malheureusement déjà tué des civils. Merci beaucoup Yves pour cet entretien. Merci beaucoup pour votre soutien à l'Ukraine. Je vous en prie. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Yves Poudrillon, journaliste au service international aux Échos. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.